écouter. Merci à vous. Voilà, vous le voyez, c'est à New York qu'il s'agit du président Emmanuel Macron. Il parle à la rue aussi, le message est clair. Et puis, petite entorse aussi au règlement de com du président. Et cet appel aux Français à revenir sur notre terre d'accueil. Le tacle en passant à la presse, vous verrez, c'est en image et c'est en son. Et puis, il y a aussi celui qui cultive son image, l'autre image, le va-t-en-guerre. Il veut entièrement raser la Corée. La destruction, il en sera question également du côté du FN. Des mots, mais bientôt des actes. Et puis on parlera immobilier. On a un bon plan dans la médiasphère. Si vous avez quelques dizaines de millions d'euros, eh bien on a un bel hôtel particulier à acheter. Et puis on évoquera une difficile question de société. Le débat d'ailleurs commençait déjà sur le plateau. Le harcèlement de rue, images, témoignages et peut-être bientôt un délit, une pénalisation. L'équipe de ce mercredi, Sophie de Menton, et elle est remontée. Bonjour Sophie. Vous êtes la présidente du mouvement patronal éthique. Nous avons aussi François Dorcival. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles. Frédéric Foscani, bonjour. Vous êtes spécialiste en réputation et fondateur de QSN Digital. Et va nous rejoindre une fois qu'il sera maquillé, Pierre-Emmanuel Guido. De l'image, de la com, on l'a dit, 3 jours pour le président Emmanuel Macron. 3 jours pour se construire une stature de grand de ce monde, tout en cultivant, vous allez le voir, le style Macron. Ils t'obéissent pas ? Voilà, on va pouvoir commenter presque en direct dans la médiasphère. Alors, je le disais, et je vais vous laisser curieusement la parole. Sophie de Menton, le style Macron, il vous plaît en France et à New York ? Ah oui, il me plaît le style Macron. D'abord parce qu'il est inattendu à chaque fois. Il décoiffe. On n'a pas l'habitude de ce type de franchise, parce qu'il y a une forme de franchise. J'ai l'impression, quelles que soient les opinions politiques qu'on peut avoir, j'ai l'impression que la France a presque voté pour le style Macron, plus que pour des idées. Oui, ils ont voté parce qu'ils voulaient plus entendre cette langue de bois, ces images momifiées. Et là, on a à chaque fois une prise de parole différente. Alors, à New York, c'était particulièrement difficile, effectivement, à l'ONU, parce qu'il a devant lui un monstre, entre guillemets, de communication, de force, qui est Trump. C'est pas évident de faire le poids, surtout quand on est exactement le contraire. Et en termes de communication... Parfois, c'est plus facile quand on est exactement en termes d'image. Pas sûr, parce que où est la force ? Est-ce que la force n'est pas du côté de Trump ? Or, les gens ont quand même envie, en particulier lorsqu'on parle de guerre mondiale... Bon, on va en parler effectivement de cette guerre, pas encore mondiale. Il s'agit juste, entre guillemets, de la Corée du Nord et de l'arme nucléaire. Revenons quand même, petit tour de table. Merci d'être venu. Oh, vous êtes beau, maquillé. Justement, je vous présente Pierre-Emmanuel Guido. Tiens, un avis sur le style Macron. 3 jours, l'homme du monde. Ah oui, ben là clairement, moi je pense au contraire que finalement c'était assez facile de prendre le contre-pied absolu de Donald Trump, qui a joué des muscles, qui se présente justement un peu dans un style très George Bush. D'ailleurs, on a vu des comparaisons, on a vu des termes, les Rock States qui sont revenus à nouveau, qui sont réapparus. Donc c'était pas si difficile finalement de prendre le contre-pied exact et d'apparaître un peu comme celui qui contrebalance un peu un président Trump qui part un peu dans tous les sens. Et dans le style, alors, il y a ces images que l'on a vues, que l'on va revoir, les images d'hier aussi, où le président se déplace dans la rue, à New York, serre des mains, embrasse, touche. Un vrai style, le fond, la forme ? Alors, sur la présence physique, apparemment, il est quand même beaucoup plus présent à l'étranger pour s'adresser aux Français qu'il ne l'est en France. On va y revenir, c'est vrai, c'est pas faux. Mais concernant les 2 discours d'hier de Trump et de Macron, si celui de Macron, effectivement, prenait l'opposé systématiquement, et c'est vrai que c'était en soi assez simple, il y en a un qui a quand même gagné la guerre médiatique sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est Donald Trump. Ouais. C'est lui qui a gagné la visibilité. Si on prend l'exemple... Mais c'est sûr que si vous dites, mais on va y revenir, on va rester dans l'ordre à peu près de cette émission, mais c'est sûr que si vous dites « je vais raser la Corée du Nord », a priori vous faites un peu plus le buzz que si vous dites « chers Français de l'étranger, revenez dans notre beau pays ». Restons sur la forme, sur ce nouveau style d'un président à l'étranger. Non, c'est pas du tout un nouveau style. Mais non, mais pas du tout. Il est dans son style,
qu'est-ce que c'est que l'Assemblée générale des Nations unies? C'est précisément le moment où, à New York, pas à Washington, à New York, tout le monde vient, tout le club des 193 membres des Nations unies. Et donc, vous êtes vus automatiquement. Vous êtes vus automatiquement. Alors, le style Macron, il est le style Macron. Je ne vois aucune différence entre celui que vous avez vu dans les rues de New York et celui que l'on voyait en campagne. J'ajoute que... Ah, en campagne. J'ajoute que, dans son discours, il y avait un texte écrit. Ça, c'était pour la Syrie, pour l'Iran, pour la Corée, là. Et à un moment donné, vous l'avez vu se détacher de son texte, c'était sur le multiculturalisme, on avait l'impression de le voir en meeting. En meeting. Il était devant l'amphi des Nations Unies, mais il était quasiment devant ses électeurs français. Il leur parlait de la même façon, avec la même passion, le même enthousiasme, etc. Mais ça, c'était très frappant. Donc, selon vous, il ne brise pas les codes de ses prédécesseurs? Mais non, on est encore dans l'image. Mais il brise tous les codes de ses prédécesseurs dans la mesure où il est différent. Il est différent. Mais pour ça, nous dire que c'est un nouveau Macron, non, pas du tout. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Dans les rues de New York, l'idée c'est quand même de mettre en scène un président populaire. Il faut dire qu'il a été extrêmement bien élu auprès des Français de l'étranger, en particulier auprès des Français qui vivent aux États-Unis, encore mieux élu qu'en France, beaucoup mieux élu même. Et donc du coup, c'est se mettre en scène comme le président populaire et finalement reconquérir cette popularité qui n'arrive pas à mettre en scène en tant que telle en France. Et par ailleurs, ça rappelle Nicolas Sarkozy. C'était Nicolas Sarkozy qui, en allant justement aux États-Unis, pareil, se montrait en train de faire du jogging à l'américaine. Et donc voilà, on voit quand même qu'il y a la volonté de ressortir ces... Décidément, les États-Unis, ça reste quand même le lieu où il faut briller. Il n'a pas été repris par la presse américaine. Très peu. On n'a pas parlé pratiquement de l'intervention du président français. Je trouve que ça, c'est embêtant. Et en plus, là, on fait quand même tout un buzz. Une petite exclue dont on va parler, allez-y. Avec un très joli lapsus. Alors le lapsus, oui, mais on va parler plutôt du fond. Il y en a qui, en France, aujourd'hui, ont aimé les paroles du président. Mais allez-y, continuez. Et alors, multiculturalisme, pas vraiment. À l'ONU, il a parlé du... multilatéralisme. Ah oui, vous avez fait un lapsus. Pardon. Comme quoi, hein. Comme quoi, oui. Bientôt président. Merci, Sophie. Oui, c'était absolument. Dans leur sens. Surtout que c'est pas pareil, quand même. Alors, là-dessus, sur le fond... la forme, on sait, c'est Macron, je suis d'accord avec ce qui s'est dit, c'est son charme aussi. Sur le fond, je suis désolée, il y avait... il était... Alors évidemment, quand on parle de raser la Corée du Sud, on a plus d'audience, mais je pense que ça... Du Nord, pas encore le Sud. Oui, chacun c'est... je trouve que ça manquait de force. Il a voulu être très optimiste et j'aurais attendu une voix de la France un peu plus ferme. Il a eu raison sur l'Iran, il y avait plusieurs sujets, mais j'ai trouvé que c'était quand même Trump qui avait marqué le point. Alors, on parlera de celui qui a marqué le point, mais avant, message aux Français, à vous, à nous et à ceux qui sont dans la rue. On ne va pas revenir, bien évidemment, sur les feignants, mais on va revenir sur ça. J'ai été très clair pendant ma campagne. J'ai expliqué ces réformes. J'ai présenté ces réformes pendant des semaines et j'ai été élu sur ces réformes. Je crois en la démocratie et la démocratie n'est pas dans la rue. Les Français ont voté. C'est pas mal. Pas mal. Mais oui. On est encore c'est dit. Dans le style Macron. Alors déjà, quand même, 5 aux saintes règles fixées, pulvérisées par le président. On ne parle pas des choses de la France à l'extérieur. Il se l'était appliqué à lui, à ses ministres, et c'est la troisième fois que patatras, tout vole en éclats. En fin de compte, peut-être que la nouveauté dans le style Macron, c'est même quand vous êtes à l'extérieur, surtout vous parlez de la France. Sévère, ça. Je ne sais pas, je vous pose la question. Ça revient assez systématiquement. Il y a une phrase. D'abord... Il y a une phrase. Mais oui, ça m'a pas choqué. C'est à la veille d'une journée de grève. N'oublions pas que c'est à la veille d'une journée de grève. Oui, évidemment. Voilà, et de mobilisation. Oui. Donc là, c'est. Vous avez toujours le spectre des routiers pour bloquer la France avec la pénurie d'essence. C'est quand même. Faut envoyer un peu. Est-ce que c'est une volonté de jeter de l'huile sur le feu C'est un coup de menton. Comme la semaine dernière. Alors, ce qui était amusant, c'est dans le discours. Vous avez noté dans le discours le moment où il parle des diplomates assis, d'un certain cynisme. On retrouvait
la phrase scandée des fainéants, des cyniques. Et des mais il y a une vraie guerre, de toute façon, du président Macron, contre les hauts fonctionnaires, et puis notamment contre les ronds de cuir du Quai d'Orsay. Ça, on le sait. Alors là aussi, il faut le faire quand même. Vous êtes à New York, discours de l'ONU, et paf, vous en recollez une. En fin de compte, c'est pas le Premier ministre qui fait de la boxe. On a l'impression que c'est le président. Ah oui, tout à fait, absolument. Mais non, mais ça, mais même, c'est construit. Ça peut pas être l'effet du hasard. Ça, c'est pas des phrases. Ça, c'est intéressant. Bien entendu que c'est construit. Il y a une épreuve. Cette épreuve, politiquement, il est sûr de la gagner. Le problème, maintenant, pour lui, c'est l'opinion, c'est la rue, etc. Et donc, il la situe très très bien, cette épreuve-là. Et au point d'ajouter, que ça va durer plus que la semaine. Il vous le dit. Non, mais il est prêt au match, c'est ça qui est incroyable. Bien sûr. Fille de la rue et des contestations. Il avait compris aussi que sa disparition des écrans radars durant l'été lui a pâti. Donc là, il se dit, il prend le contre-pied inverse, il revient dans le ring et il y va, il met des coups. Mais il revient quand même plus facilement à l'étranger, puisqu'il a profité quand même pour mettre une petite pique aux médias français. On va y revenir aussi. Voilà, en précisant que la façon dont les médias commentent ne font que commenter la forme plus que le fond. C'est pas une situation qui, a priori, qu'il rencontre à l'étranger. C'est plus facile à l'étranger, puisque quelque part, les journalistes sont beaucoup plus contrôlés, ils font partie du staff de l'équipe présidentielle. Donc ils sont beaucoup plus encadrés et en général, ça a été étudié d'ailleurs, le discours des journalistes, y compris français à l'étranger, des correspondants, va être en général à l'égard de leur propre pays beaucoup plus facile, beaucoup plus favorable que ne l'est finalement les journalistes du propre pays lorsqu'ils sont en France. Alors, bon, puisque tout le monde parle des journalistes, on va peut-être venir justement à cette réponse. Et puis après, on va revenir quand même au message de la France, terre de conquête et terre d'accueil. Mais d'abord, le message du président à ceux et celles qui ne sont pas ses amis. Enfin, pas toujours. Une simple question. Vous avez été interviewé par la télévision américaine, CNN. Pourquoi avoir fait ce choix d'un média américain avant de vous adresser en interview à un média français? Alors, je vous remercie pour cette question de fond. Parce que peut-être les médias français s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu. Mais je m'exprimerai devant les médias français. Mais quand je vois le temps passé depuis 4 mois à ne commenter que mes silences ou mes dires, je me dis que ça devient un système totalement narcissique. J'ai donné plusieurs interviews à des journalistes français. Au Point, au Figaro, à Ouest France, entre autres, qui sont journalistes tout autant que vous. Et je continuerai à m'exprimer devant la presse française. Mais il y a une chose, compte tenu de la gravité de tous les sujets que nous évoquons depuis le début. Parlons de la vie de nos concitoyens. Parlons des défis de la planète. Mais arrêtons de parler de manière circulaire de la communication. C'est bon pour la médiasphère, ça. Oui, c'est violent quand même dans les mots, mais quelque part, on a le sentiment que, puisque ce message est quand même à destination des Français, que justement, celles et ceux qui nous regardent et les autres sont plutôt d'accord. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il le fait. Il fait du Mélenchon, en fait. C'est-à-dire qu'il tape sur les journalistes parce que les journalistes, c'est des victimes faciles. Alors, je voudrais dire quand même... Non, c'est intéressant, je trouve le débat qui naît là sur ce plateau. On revient sur un sujet fondamental. En particulier, tout le monde en France dit qu'on a besoin de pédagogie pour les réformes à venir. C'est quelque chose de fondamental. Les syndicats, les Français, la presse, on a besoin de pédagogie. Or, actuellement... Je me posais la question, comment faire de la pédagogie quand on est chef de l'État ou quand on est au gouvernement, sachant que les médias ne s'y intéressent pas du tout. Pardon, mais on se fait interviewer, on vous garde une phrase comme ça, je l'ai suffisamment vécu. Dès que j'essaie de parler de travaux de fond... D'un autre côté, quand même, pour être transparent, les politiques ont aussi, sous votre contrôle, appris, ils ont appris à parler de cette façon et à se servir de la culture de la petite phrase. C'est vrai, c'est tout à fait juste, et les Français en ont eu marre. Et donc, là, il y a un vrai problème aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas la place de faire de la pédagogie, sauf peut-être dans un journal comme le vôtre, mais c'est vrai, on n'a pas la place. À l'écrit, oui. Le président de la République a cité 3 cas. Le Point, le Figaro, Ouest France. Retenons le cas du Point. 17 pages d'interview. Est-ce que cette interview... Record des ventes depuis 10 ans. Oui, certes, mais enfin, dans des chiffres relativement modestes quand même. Hein. C'est vrai que c'est un record. Soyons précis, vous avez raison. Voilà. À qui s'est adressée cette interview? À la classe politico-médiatique. Qu'en ont retenu les Français? J'en sais rien, et nous verrons dans les codes d'opinion ce qui se sera passé. Qu'en ont retenu les Français sur le fond?
est évident que tout le monde a commenté cette interview en reprenant un certain nombre d'idées forces. Et c'est ça qui... Pas des éléments de langage, parce que peu de gens, autant être francs, ont lu les 17, je crois qu'on n'était même pas loin des 20 pages. Oui, avec les photos. D'ailleurs, effectivement, avec les photos. Pierre-Emmanuel Guigou, est-ce que vous pouvez développer quelque chose que je trouvais personnellement assez intéressant sur cette mélanchonisation du président? Oui, en fait, en termes de médias, je précise. Les journalistes comme c'est du commentaire. Les journalistes comme les politiques sont quand même en gros des personnalités, une catégorie de la population qui sont très impopulaires. En gros, les citoyens considèrent que les politiques comme les journalistes leur mentent, en tout cas pour une partie de la population, mais pour une frange importante de la population. Et donc du coup, finalement, pour les politiques, taper sur les journalistes, eh bien, c'est aussi un moyen de dire, oui, je ne suis pas tout à fait comme eux, je ne fais pas partie de cette caste, parce qu'on a beaucoup parlé d'un président Macron élu par les journalistes, élus par les médias. Il ne cesse de répéter que les journalistes ne sont pas ses amis. Tout à fait. Alors, il cesse de le répéter depuis récemment quand même. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant la campagne, ce n'était même pas du tout le cas. Alors, c'est une stratégie qui peut être intéressante pour lui. D'ailleurs, certains journalistes, visiblement, n'ont pas compris que le ton a changé entre la campagne et aujourd'hui la réalité. Oui, tout à fait. Oui, eux l'ont encensé pendant la campagne et flagué tout de suite après. Donc on peut comprendre aussi qu'au moment où il s'est fait flaguer, il avait moins envie de leur parler. C'est très classique, ça. Oui, peut-être, mais c'est désagréable. Puis c'est pas si facile. Il y a toute une partie quand même encore de la presse qui le soutient. C'est pas si radical que ça. Frédéric Fosciani est très silencieux. Il nous regarde. Oui, non, mais dès son subjugué certainement par le style Macron. Dès son installation à l'Élysée, on a bien vu que ce qu'il voulait, c'était rompre avec la période précédente, c'est-à-dire pour l'essentiel avec François Hollande, y compris du point de vue du contenu politique, mais du point de vue de son attitude, de son comportement, de son expression médiatique, évidemment, c'était le contraire. Hollande n'a pas cessé de commenter sa propre action. Alors, on a d'autres éléments à vous soumettre, parce qu'il y a le président que vous avez entendu, puis il y a quand même le président People, et puis c'était aussi notamment avec nos confrères américains hier, où il parle de sa femme, de Brigitte Macron, qui l'aime bien évidemment. Donc le couple, là aussi, ce mélange de vie privée alors qu'il n'en veut pas. Certes, le président a retiré sa plainte, vous le savez, contre le photographe, le paparazzi, et c'était cet été à Marseille, mais quand même, il y a toujours ce mélange. Il y a celui qui interpelle, il y a le président du Monde, il y a celui qui donne la leçon, et il y a celui qui, de temps en temps, punit. Oui, puis on a un mélange des genres. Et c'est là où on retrouve des similitudes aussi avec Nicolas Sarkozy, qui mettait régulièrement en avant son épouse, qui parlait de Carla. Donc si on commence aussi à avoir ce genre d'approche, à essayer de donner une image, parce que en même temps, il faut bien comprendre que l'épouse du président a une forte visibilité et un intérêt pour énormément de Français, notamment vu les records de vente. Absolument. Très supérieur à l'intérêt. très supérieur aux ventes du Point également. Dans les interviews de elle, et notamment d'ailleurs dans Le Monde. Voilà, oui. C'est ça. Et donc, pour lui, c'est aussi un avantage d'essayer aussi d'utiliser l'image de son épouse, qui est beaucoup plus favorable à l'image que lui a aujourd'hui dans Sophie lève les yeux. Non, je réfléchissais. Et je trouve, très honnêtement, je suis probablement naïve, que c'est aussi sa personnalité. Je pense que c'est un couple qui est terriblement uni, qui a gagné le pouvoir ensemble, qui a vécu des choses quand même assez fortes et différentes. Et je crois qu'on est en train de décortiquer toute son attitude. J'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie spontanéité chez Macron. Et je pense qu'il y a un moment où il n'a pas envie, et c'est vrai que c'est humain et peut-être maladroit, qu'on le photographie, parce que voilà, un autre moment où il a envie de mettre sa femme en avant. Un président humain qui réagit comme nous avec ses émotions, ses coups de gueule, ses coups de cœur. J'ai tendance à croire, excusez-moi, j'ai tendance à croire qu'aujourd'hui, le seul président spontané que l'on ait sur la planète, enfin il y en a peut-être deux, c'est Trump et le président nord-coréen. Pour tous les autres, il y a quand même, tout est quand même extrêmement préparé, tout est dans la communication. On laisse pas beaucoup de place à... J'ai un autre élément pour vous, alors Frédéric, vous allez voir si c'est préparé ou pas, et vous allez nous le dire. Surtout, regardez, message aux Français de l'étranger. Alors oui, j'ai besoin de vous, chacune et chacun, dans votre condition et votre situation. Vous, entrepreneurs, parce que dans cette transformation que j'évoquais, le numérique et l'entrepreneuriat jouera un rôle essentiel. Et vous êtes des ponts pour nous aider à innover plus vite, à transformer plus vite le pays, y compris l'action publique. Alors revenez,
irriguer, échanger. Venez conquérir. La terre de conquête aujourd'hui est la France. Et l'esprit de conquête y souffle à nouveau. Et il parlait bien évidemment à celles et ceux qui l'ont largement élu, les Français de l'étranger, et notamment la communauté qui était à New York hier. Oui. Alors là aussi, on retrouve des accents sarkozystes. Revenez au pays, revenez chez nous, parce que ça n'avait pas trop bien marché. Oui, ça n'avait pas trop bien marché. Là, on peut penser la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un discours. Ça vise aussi à donner une certaine image de la France, justement, qui se remobilise, qui change. Investissez dans la start-up France. Pourquoi sont-ils partis ? Pourquoi les Français de l'étranger sont aujourd'hui si nombreux ? Si nombreux, parce qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux. Non seulement en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais dans le monde entier. Pourquoi sont-ils partis ? Et c'est à cette réponse-là qu'il doit consacrer son action, parce qu'effectivement, s'il s'agit de réformer ou de transformer la France, c'est précisément pour les faire revenir. C'est pas en les appelant, c'est parce que la France se sera transformer elle-même. Vous en avez beaucoup parlé depuis le début de cette émission. On reste dans l'image, toujours une question de stature. Il y en a un sur ce plateau qui disait qu'il y avait 2 grands présidents dans ce monde aujourd'hui. Je vous propose, je plaisante bien évidemment, cher Frédéric, je vous propose d'en écouter au moins un. L'interview de l'autre est assez difficile. Eh bien, écoutez, pour Donald Trump, la guerre a une possibilité qui commence pour son adversaire à être totalement rasée. La course effrénée de la Corée du Nord pour obtenir l'arme nucléaire ainsi que des missiles balistiques menace le monde entier avec de possibles pertes humaines inimaginables. Aucune nation sur Terre n'a intérêt à voir cette bande de criminels obtenir l'arme nucléaire. Les États-Unis sont très forts et très patients, mais si nous sommes contraints de nous défendre ou de défendre nos alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que celui de détruire totalement la Corée du Nord. Eh bien, on l'a retrouvé. Votre président adoré. Hashtag je plaisante. Très bien, je préfère. Cet extrait-là, c'est... Hier, il a diffusé 2 tweets seulement. Concernant son discours de l'ONU. Il y a ce passage-là où il veut éradiquer la Corée du Nord et le passage où il parle d'America First. Ce sont les 2 seuls moments qu'il a retenus de son intervention et qu'il a relayé sur Twitter. Ces 2 passages ont eu beaucoup plus d'impact sur les réseaux sociaux que les 17 tweets relayés sur le compte d'Emmanuel Macron concernant sa propre intervention. Ce matin, c'était... la France et l'Europe à l'échelle de l'Amérique partaient perdants. Malheureusement. Oui, mais justement, on est là pour parler de communication. Là où je pense qu'il y a eu une grosse erreur dans la communication de l'équipe gouvernementale, c'est que l'objectif de l'intervention d'Emmanuel Macron hier, c'était de s'adresser à la planète, pas de s'adresser uniquement... C'était d'ailleurs dans son discours, vous avez raison, le président du monde. Mais pas de s'adresser uniquement à la France. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tweeté en français. Donc forcément, la visibilité des tweets a été extrêmement limitée. J'ai pris quelques chiffres ce matin pour voir l'évolution depuis hier, depuis la diffusion de ces tweets. Le seul tweet parmi les 17 tweets diffusés par Emmanuel Macron qui a généré le plus de retweets et de likes est à 1900 partages ou likes. D'accord ? C'est-à-dire rien. C'est-à-dire rien du tout. Sur la totalité des 17 tweets, on arrive à un total de 15 000 partages ou likes. Sur les 2 tweets de Donald Trump, on est à plus de 155 000 partages ou likes. Donc cette problématique de langue est forcément évidente en termes d'impact et de visibilité. Alors, et ça, de langue, je vous rejoins. Il y a aussi le fond. Brièvement, on va quand même en parler parce que nous ne sommes pas là pour faire de la géopolitique ou de la géostratégie. Il y a quand même quelqu'un qui vous dit qui est président des États-Unis, qui veut éradiquer un pays, alias la Corée du Nord. Non, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se disent quand même. D'abord, en commençant son discours, il cale les choses et il vous dit « Moi, je suis un pays qui va dépenser dans son prochain budget 700 milliards de dollars à son budget militaire. 700 milliards de dollars. Ça cale la puissance américaine. Personne dans le monde... Et ça peut calmer les autres. Et le but, c'est naturellement de calmer les autres. Mais vous avez reproduit l'intégralité de l'extrait sur la Corée du Nord. Il ne vous dit pas « je vais
raser la Corée du Nord. Il dit, vous savez, il l'appelle le gars fusée, enfin l'homme fusée, oui, l'homme roquette. Il dit, il faut arrêter cette bande de criminels. Parce que s'ils se mettent à poursuivre dans l'arme nucléaire, ils peuvent déclencher des catastrophes. Et effectivement, nous ne le permettrons pas. Nous ne le permettrons pas. C'est ça qu'il dit. Donc Trump menace. Mais bien sûr. Enfin, il joue son rôle de président. Mais il a en face. Presque sans excès. Comment ? Peut-être sans excès. Non, mais on a raillé, bien évidemment, la formule parce que c'est Trump. Mais dans le fond du discours, quand vous nous l'expliquez, il est dans un certain bien fondé. C'est du Trump, bien sûr. Il y a pas mal de Français qui doivent être pas loin d'adhérer à ça. N'oublions pas quand même aussi quelque chose, j'y pensais, je veux dire, on a voulu parler gentiment à Hitler assez longtemps. On s'en est quand même vraiment mordu les doigts. Je veux dire qu'on est quand même, j'ai un peu l'impression qu'il ne faut surtout pas l'énerver, on va faire ça doucement. Il y a un moment où il y a une véritable menace. On a envie que quelqu'un y réponde. Et là-dessus, sans du tout adhérer à la personnalité de Trump, qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ok, maintenant, il arrête ou je vais jusqu'au bout », on verra. S'il n'arrête pas, j'irai jusqu'au bout. On va voir, comme d'habitude. Et c'est là qu'il y a une certaine faiblesse dans le contenu du discours d'Emmanuel Macron. Oui. C'est que Emmanuel Macron, il plaide la négociation, ce qui est naturel, c'est la diplomatie. Il plaide le multilatéralisme, c'est-à-dire tous ensemble. Autrement dit, la communauté internationale. La communauté internationale vis-à-vis... Ce qui ne fonctionne pas, on voit bien, notamment lors des réunions de l'ONU... Mais on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. La preuve, c'est que l'autre s'en moque, le Nord-Coréen. Et qu'en général, en réponse, il envoie un missile. Exactement. Voilà. Sans compter Poutine qui ne vient pas. Emmanuel Macron, c'est un peu le Aristide Briand du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il appelle à la paix, il appelle à la paix dans un monde qui est en train de partir en guerre dans tous les sens. Donc il y a un peu cette problématique-là. Alors, il essaie de se présenter comme le nouveau leader du monde modéré. Le problème, c'est qu'effectivement, on l'a vu, c'est mal relayé, et finalement, les autres ne suivent pas. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'Aristide Briand dans le sujet qui va suivre, mais l'appel à la paix, visiblement, ne fonctionne pas. C'est le blockbuster politique de cette rentrée. Je rappelle que la rentrée parlementaire, c'est quand même lundi. Je veux parler du thriller impossible qui se déroule au Front National. Mais non, au PS, il ne se passe plus rien. On vend les meubles, on va en parler. Guerre de pouvoir, guerre des chefs, c'est depuis le début de la semaine et bien au-delà. On va commencer par celle qui s'exprimait ce matin, Marine Le Pen. Il y a un conflit d'intérêts, M. Kabash, entre être président d'une association à l'extérieur du Front National et être vice-président chargé de la stratégie et de la communication. J'ai donc demandé à Florian de choisir entre ces deux responsabilités. Mais si je le souhaite qu'il accepte de le faire, je vais le rencontrer, il acceptera de le faire. Et s'il n'accepte pas de le faire, je choisirai pour lui. C'est-à-dire ? Je choisirai pour lui. Voilà, je choisirai pour lui. Alors, je vais le rencontrer. Il se rencontre quand même assez régulièrement. Dites, quand on parle du Front National, et après je vous laisse me parler du sujet, on ne peut pas oublier, chez les Le Pen, il y a la fille, il y a la petite fille et il y a le père. Eh bien, figurez-vous, c'était hier chez nos confrères d'RTL. Le père a pris position. Étonnant. Si M. Philippot, lui, estime pouvoir conserver la présidence de son mouvement et en même temps la vice-présidence du Front National, il y a évidemment une incompatibilité qui mérite d'être tranchée. Moi, je suis pour un grand rassemblement où M. Philippot aurait sa place, mais seulement sa place, et non pas celle d'un vice-président supérieur apparaissant pratiquement tous les jours à la télévision pour donner en quelque sorte la ligne du Front National. On l'a connu plus virulent, et là, il y a presque une forme de modération quand même chez Jean-Marie Le Pen. En fin de compte, chacun a sa place. Dites-moi, Florian Philippot, stop ou encore au Front National ? Pardon. Non, allez-y. Mais écoutez, tout de même, de quoi parlons-nous en ce moment ? De quoi parlons-nous en ce moment ? Nous sommes passés. Ça va me faire plaisir. Non, mais nous sommes passés brutalement du discours d'Emmanuel Macron aux Nations Unies, de Trump avec la Corée du Nord, et nous nous demandons si Florian Philippot dans l'image et la communication, et voilà va rester vice-président ou pas vice-président du Front National. Ce que tout de même relativement pathétique quand même. Le propos de Jean-Marie Le Pen, c'est vrai que là, il soutient sa fille, très bien.
Mais il a toujours été hostile à Florian Philippot et à Très Céline, hostile. etc. Bon, donc ce n'est en rien une nouveauté. Mais en quoi cette bagarre-là, en dehors du cercle intime du Front National, peut-il intéresser une partie de leurs électeurs? Une partie. Oui, mais c'est important parce que. Il y a quand même, on est là pour parler de forme d'image. Pour un parti qui a fait sous votre contrôle 11 millions de voix aux dernières présidentielles, c'est quand même peut-être triste, alors que la rentrée parlementaire va avoir lieu lundi et qu'il va y avoir des choses à défendre. Alors justement, pour la rentrée parlementaire, Marine Le Pen a fait 11 millions de voix au second tour de la présidentielle. Aux législatives, 1,5 million. C'est vous montrer l'incroyable variation des électeurs du Front National. Alors, devant ce spectacle, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Il y a deux façons aussi de voir les choses. Il y a premièrement se dire que le phénomène Macron a fait éclater les classes politiques. Ils ne savent plus où ils habitent, c'est le cas de le dire. Le PS et le FN. Donc, ils sont tous... Sauf Mélenchon. Sauf Mélenchon, ça, il sait. Lui, il habite Marseille, il sait très bien ce qu'il va faire, à mon avis, et il sait très bien la position, vous allez voir le 23, qui est la sienne. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je crois que Papa Le Pen vient parce que sa famille est menacée, parce que la dynastie des Le Pen est menacée. Et en fait, dans cet éclatement, il a critiqué sa fille qui a été très mauvaise au débat, mais j'ai l'impression qu'il a dû se faire violence pour soutenir sa fille, et il l'a fait parce que c'est le FN lui-même qui est menacé. Et donc, il s'est dit qu'il fallait intervenir. Vous savez quoi, il reste 8 minutes, mais vous ne m'avez toujours pas répondu. Est-ce que Florian Philippot quitte, oui ou non? Engageons-vous. On s'en fiche? Ah, carrément. Oui. Il n'y a pas d'incidence sur... Non, pour le moment. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué de se séparer de Florian Philippot. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas encore tranché. Au final, au Front National, en général, le chef tranche et c'est réglé. Vous avez plus d'une semaine qu'elle ne tranche pas. Il n'y a pas de démocratie interne. Mais là, c'est compliqué parce que c'est quand même le principal porte-parole. Ça a aussi été le principal conseiller de Marine LePen. C'est lui qui a un peu Mais ce qui gêne, pardon, excusez-moi Pierre-Emmanuel, je vous laisse continuer. Et ce qui gêne en fin de compte au Front National, puisque nous sommes dans une émission où nous parlons de communication et d'image, c'est tout simplement parce que Florian Philippot, comme le disait Jean-Marie Le Pen, fait plus de radio et de télé. Oui. C'est le principal porte-parole. Que sa fille. C'est le principal porte-parole, c'est la principale tête et c'est surtout celui qui réagit le mieux. Et quand on a accès aux médias, a priori, c'est là où on peut avoir une posture. Et puis de nuisance aussi. Parce que s'il sort du Front National, surtout de nuisance, ça va être quelque chose d'assez négatif pour le Front National. Parce que, justement, il sera beaucoup dans les médias et voilà, c'est quelqu'un qui pèse. Il n'y a personne d'autre qui a un aussi bon communicant que lui. Pour le moment, il y a Gilbert Collard. Pour le moment, oui. Dans un style différent. Beaucoup plus vieux. Il est le bouc émissaire des échecs de Marine Le Pen. Voilà. Il a amené Marine Le Pen où elle est, et en même temps, celle-ci, sauf aux législatives, où elle a été heureusement élue députée, il a installé aussi le plafond de verre qui lui a empêché d'aller plus loin. Parce qu'elle lui sert de fusible. Donc elle hésite à s'en séparer. Et c'est certainement peut-être lui qui va faire le choix de partir. Mon avis, il fera le choix de ne pas partir. Écoutez, vous savez quoi? Rentrée parlementaire, c'est lundi. Il n'est pas député encore une fois, mais on suivra ça avec intérêt. Vous en avez parlé tout à l'heure. Regardez ces images, séquences, qu'on le veuille ou non, émotion, celle de François Mitterrand dans un lieu symbolique. On était en 95, mais ce lieu symbolique, c'est Solferino. Et Solferino et le PS, c'est depuis 1981, 36 ans plus tard. La fin de l'histoire, la fin de la belle histoire, affaire immobilière qui rejoint une histoire politique. Solferino est à vendre sur fond de débâcle électoral. Alors si certains ont des regrets, parfois quelques larmes, d'autres veulent et espèrent y voir un signe de renaissance et d'avenir. Vendre les bijoux de famille, c'est une chose, mais nous, ce que nous voulons, c'est reconstruire la famille de la gauche. Et je crois qu'on a besoin du Parti socialiste, parce qu'entre ceux qui veulent tout détruire et ceux qui veulent tout accepter, il y a une voie pour ceux qui ont des principes, mais qui veulent gouverner. Est-ce qu'il va y avoir un plan social? Je crois qu'il y a 120 salariés qui travaillent pour le parti. Sans nul doute qu'une telle situation amènera aussi à des conséquences humaines. Et c'est de loin les plus importantes et les plus graves. D'abord pour les personnels qui se sont impliqués, et ensuite pour notre capacité de projection. C'est tout à fait important. Et puis un parti, c'est pas simplement le siège parisien, c'est des locaux dans l'ensemble des départements de France. Donc nous avons des petits cas, si j'ose dire, de Solferino dans beaucoup de fédérations. Voilà, comme on se dit tout, même ce qui se passe sur le plateau de la Médiasphère pendant les sonores, je vous balance, mon amie Sophie de Menton, le PS va enfin savoir ce que c'est que les licenciements. Merci, c'est à vous. Oui,
Oui, non, c'est vrai. C'est une entreprise comme une autre, parce qu'à partir du moment où il y a des gens qui travaillent et des salariés, c'est une entreprise. Non, mais c'est terrible d'en arriver là. Ils sont en Solferino, situation économique difficile. le PS, alors je sais bien que les autres partis l'ont fait, hein, bien évidemment, mais... C'est pas si vieux déjà. Pourquoi c'est terrible? C'est complètement normal en chef d'entreprise. On a un siège ridicule par rapport à l'activité qu'on a. On a trop de salariés, on déménage et on vire. Bienvenue dans un monde libéral. C'est la fin d'un cycle. Le PS. C'est un peu violent, mais c'est vrai. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Voilà. Et donc il faut passer à autre chose. Donc il va falloir qu'ils se renouvellent différemment, qu'ils trouvent des locaux à leur dimension, bien évidemment. Ou alors ils auraient pu faire, sous-louer, faire une start-up du type. Oui, alors là, je compte sur vous sur les réseaux sociaux depuis la vente de Solferino, ça y va. Mais je pense qu'ils sont déjà suffisamment ridiculisés avec la vente de Solferino sur les réseaux sociaux. Ils vont ubériser le PS. Voilà. Oui, c'était tout de même c'est vrai, ça a été le siège du parti conquérant, Mitterrand, Jospin, Hollande. Et même s'il y a eu la défaite de Jospin, c'est quand même lui aussi qui s'est installé comme Premier ministre d'une cohabitation avec Jacques Chirac. Donc c'était le siège du PS conquérant. C'est fini, c'est derrière nous. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quelques mois, Benoît Hamon était en campagne présidentielle et que pour cette campagne présidentielle, on le sait, il a dépensé 15 millions d'euros. Donc on est dans un choc de réalité, là, dans un choc de réalité. Et ils vont s'installer où ils pourront. Et la reconstruction va être lente et difficile. Donc à vous suivre, ça va être beaucoup plus facile de refaire quelques peintures dans un nouveau lieu que de reconstruire le PS, on est bien d'accord. Mais c'est quand même un signe. Oui, parce que le PS ne va pas disparaître avec Solferino, puisqu'ils sont tous en train de créer des mouvements. En tout cas, et même à l'Assemblée, d'ailleurs, les députés, ceux qui restent, n'ont même plus ce nom de socialiste. Et oui, Nouvelle Gauche. Oui, mais, voilà. Il n'y a jamais l'appellation en tant que tel Parti socialiste pour les groupes qui sont à l'Assemblée. Mais je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que... Non, mais Solferino était une terre d'accueil, d'exil. Et c'est-à-dire, et là, il y a en fait la fin d'un cycle, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le Parti socialiste, il emménage à Solferino au milieu des années 70, avec François Mitterrand. Donc c'est effectivement le parti de la conquête du pouvoir qui s'installe là. Mais historiquement, c'est pas si vieux déjà, Solferino. Et il y a eu d'autres lieux historiquement qui ont été même plus importants, notamment dans le 18e, qui ont été plus importants autour de Pigalle pour l'histoire du Parti socialiste. Donc en soi, un changement de lieu, pourquoi pas? Par ailleurs, c'est des locaux qui appartenaient, pas retourner alors sur les terres, à la France vichiste avant, les locaux de Solferino. Non, à la mutualité des fonctionnaires. Qui après ont appartenu à Radio Paris, qui ont hébergé les locaux de Radio Paris durant la guerre. Donc vous voyez que c'est pas forcément le lieu où Philippe Henriot a été assassiné. Tout à fait. Et ça faisait d'ailleurs rigoler les gaullistes qui étaient juste en face, puisque le bureau du général de Gaulle était juste en face, de voir que les socialistes... C'est en face que le général de Gaulle a préparé son retour. Ça me fait plaisir avec vous, c'est ce soir je me coucherai moins bête parce que j'ignorais effectivement ces anecdotes. Donc est-ce que le PS peut se remettre tout simplement au-delà de... Un tout petit point à rajouter, c'est que c'est aussi aller en banlieue, parce que c'est sans doute ce qui va se passer, c'est aussi revenir au peuple. Ah, vous pensez en banlieue? Mais c'est une blague, ça. Là, on parle du 10e arrondissement qui n'est pas encore la banlieue. Non, mais ça reste un quartier plus populaire que Nélétier, le 7e arrondissement. Là, pour parler d'image, justement, et de comme un lieu, le nouveau lieu, le futur lieu du Parti socialiste, est-ce que ce sera intéressant? Est-ce qu'il y aura un symbole? Est-ce que ça doit être une image de marque? Oui. Une nouvelle image. C'est ce qu'ils vont essayer c'est ce qu'ils doivent essayer de faire. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est comment ils vont passer d'une obligation, d'une contrainte économique, finalement, à un levier de communication. Et forcément, le lieu, ils doivent se poser la question pour essayer de donner une image à l'audience qu'ils veulent toucher. Imaginez qu'ils aillent en banlieue ou dans un arrondissement périphérique de Paris. Combien de temps leurs députés, leurs attachés parlementaires, leurs administrateurs, tous ceux qui remplissent des fonctions chez eux, combien de temps pensez-vous qu'ils vont mettre pour traverser les embouteillages créés par leur maire socialiste de Paris? Ça aussi, pourquoi était-il rue de Solferino? Pour se rapprocher des lieux de pouvoir. Là, ils vont s'en éloigner, mais ils vont s'en éloigner aussi du point de vue physique. Merci beaucoup à tous les quatre. On suivra justement le futur lieu. Allez, réponse normalement, mais il faudra quand même vendre entre 30 ou 50 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais on ne sait jamais. Qatar. Voilà, autre piste. La meilleure sphère, c'est terminé. On se retrouve demain à 9h. On vous souhaite tous et à toutes une excellente journée.